Ok, je pense qu'on va pouvoir y aller. Si tout le monde m'entend toujours bien, vous me dites si jamais il y a un souci technique. Et sinon, on y va, on enchaîne pour pas finir trop tard, pour vous libérer, pas trop tard. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Clément Grenon, je suis interne en oncologie à Paris et je vous fais pour Hermès la conférence et ce soir le TD de thérapeutique. Donc on va faire ce soir surtout des questions isolées sur le sujet. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont présents ce soir ont vu la conf de, euh, de mercredi. Je reprends pas un peu la méthodo sur collège, etc. Je vous invite à revoir la conf si jamais vous avez des interrogations à ce sujet. Comme ça, on commence d'emblée euh, avec les questions isolées. Donc, il y aura 24 questions isolées. Et à chaque fois, je vous ferai la correction avec des contenus courts, des, euh, des supports avec notamment les screens du collège qui sont intéressants. Et puis, ça devrait nous prendre un peu moins d'une heure et demie a priori. Alors, première question à propos de l'AMM et de la RCP. Donc l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, RCP, résumé caractéristique du produit. C'est important de connaître vos abréviations. Ça, c'est un peu en introduction, mais pensez à connaître vos abréviations. C'est vrai que on a des fois tellement tendance de travailler avec qu'on oublie la vraie signification. Et des fois, on peut être emmerdé, notamment maintenant avec les QROC. On peut vous demander d'écrire sans abréviation, faut pas se tromper. Donc voilà, donc pensez des fois quand même à vous redire dans votre tête ce que ça veut dire. Typiquement, surtout le RCP là, qui peut venir, donc ici qui veut dire résumé caractéristique du produit, mais qui peut aussi vouloir dire réunion de concertation pluridisciplinaire par hasard. Allez, on y va. Donc, petit A, les excipients doivent être décrits. Donc ça, c'est vrai. Les excipients, c'est tout ce qui va être associé à notre substance active. Donc, ça peut être du sucre, ça peut être des molécules qui permettent de lier les choses. Voilà, toute autre substance à part la substance active. B, les posologies et les voies administratives doivent être décrits. Ça, c'est évidemment vrai. Les interactions médicamenteuses doivent être décrites. C'est évidemment vrai. Alors, petit aparté, au moment de l'écriture de l'autorisation de mise sur le marché, il se peut que certaines interactions médicamenteuses ne soient pas connues. Et c'est d'ailleurs vrai aussi pour la E, les affaires des arbres doivent être décrits, c'est vrai, mais des fois, on les connaît pas tous, et donc la MM et notamment la RCP peuvent être amenés à évoluer un peu à mesure que les données sur le médicament s'affinent. Et dès le mode de conservation doit être décrit, la réponse est également oui. Vous savez qu'il y a des médicaments qui se conservent au frais, d'autres non. Je pense notamment par exemple au vaccin dans le collège de pédiatrie, ils détaillent ça. Les vaccins doivent être conservés au frais. Et donc c'est important de, que tout ça soit décrit dans l'AMM ou dans la RCP. Globalement, l'AMM et la RCP, c'est un peu la même chose. L'AMM, c'est le dossier qui permet d'avoir l'autorisation, mais dans la RCP, c'est tout le résumé de l'AMM. Il y a les mêmes données, et grosso modo, c'est vraiment la carte d'identité du médicament, avec tout ce qu'il y a à savoir à destination des soignants. Euh, à contrario de, par exemple, la notice dans une boîte de médicaments, où là, c'est plutôt à destination des patients, et donc certains détails n'y sont pas, mais c'est vraiment la même et la RCP où tout ce qui est connu sur le médicament, ils sont consignés. Donc, globalement, c'est assez précis. Là, je vous ai remis le screen du collège qui détaille tout. Euh, vous voyez qu'il y a vraiment plein d'informations qui y sont euh, mentionnées, donc les indications, donc ça, ok, les formes et la présentation du médicament, euh, les effets indésirables pour ceux qu'on connaît. Il y a toujours un petit paragraphe sur l'association avec les femmes enceintes, la grossesse, l'allaitement, un peu de pharmacocinétique, voilà, puis aussi des trucs administratifs, type les coordonnées du laboratoire, qui contacter si jamais il y a un souci, etc., etc. Tout ça, c'est des questions un peu préliminaires. C'est assez simple, mais c'est normal. Euh, c'est bien aussi de faire un résumé comme ça. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Si pour l'instant ça vous va, on continue. Ce qui est en vert est un PAMI 0, ce qui est en bleu, c'est juste vrai, mais pas de PAMI 0. Question 2 à propos de la boîte d'un médicament. Donc encore une question préliminaire un petit peu bête et méchante. On doit y voir sa DCI. Alors DCI, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça veut dire? B, on peut y voir un pictogramme de conduite. C, on peut y voir un pictogramme de grossesse. D, on doit y voir ses contre-indications. E, on doit y voir le prix. Je vous écoute pour DCI, ce que ça veut dire. Je vous ai dit que les abréviations, c'est important de les connaître.
Dénomination commune internationale. Ok. Alors c'était bête comme question, mais je voulais être sûr que vous étiez réveillé. Donc c'est bien ça. Donc ça, pareil, important les abréviations, faut pas se tromper. Vous savez que vous savez qu'il y a plein d'abréviations tout le temps, mais que dans les currents, il faut toujours écrire complètement les choses. Donc ne vous trompez pas. Et donc on doit y voir cette DCI, c'est tout à fait vrai. Si vous achetez une boîte de Doliprane, il y aura toujours écrit paracétamol juste en dessous. On peut y voir un pictogramme de conduite ou de grossesse. Les deux, c'est vrai également. C'est un pictogramme qui peut aller de la couleur jaune à la couleur rouge. Et en passant par l'orange. Jaune, il n'y a a priori pas de problème. Orange, faut faire attention. Rouge, c'est contre-indiqué. Donc ça, c'est en général mentionné à l'arrière de la boîte. On doit y voir ces contre-indications. La réponse est non. Ça reste une boîte donc, de médicaments, donc il n'y a pas toutes les informations. Donc la D est fausse et on doit y voir le prix. C'est également faux. Vous savez que le prix peut varier en fonction des pharmacies, en fonction des médicaments et de la liste de remboursement, etc. Donc il n'y a pas de prix sur la boîte. Là, c'est le extrait du collège, donc le nom du médicament, la date de péremption, mention légale, pictogramme, titulaire de la même, bah, c'est le laboratoire, hein, ça peut être Pfizer, Sanofi, euh, MSD, j'en sais rien, peu importe. Et puis le pictogramme grossesse, donc ça on en a parlé. Voilà, triangle jaune pour le automobile, c'est soyez prudent, orange, très prudent, 3, ne pas conduire. Ok? Et puis pour ce qui est de la notice, donc là j'ai pas fait de QI là-dessus, mais juste pour rapidement en parler, euh, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui est à destinée du patient versus l'AMM et la RCP qui sont à destination du soignant. Donc ne vous trompez pas, c'est pas tout à fait les mêmes informations qui sont mentionnées. Il y a vraiment des choses un peu plus compactes, mais un peu plus claires sur les posologies, les indications, comment on s'en sert, pourquoi il faut faire attention, comment on y fait attention, etc. Ok? Voilà pour des petites questions préliminaires. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif. Alors, parmi les propositions suivantes, indiquez les produits et les substances qui appartiennent à la catégorie des médicaments. Ça, pareil, ça peut être quelque chose d'un peu bête, mais c'est des questions qui peuvent tomber maintenant avec les nouvelles modalités. Donc A, le soluté glucosé à 5%, donc le G5, oui, c'est un médicament. B, produit contrasté pour imagerie médicale, oui, c'est un médicament. C, synactène, oui, c'est un médicament. D, bleu de méthylène injectable, oui, c'est un médicament. E, compresse stérile, eh bien non, ce n'est pas un médicament. Et la F, protoxyde d'azote, oui, c'est un médicament. En gros, la santé publique et le code du travail décrit un peu ce qu'est un médicament. C'est toute substance ou composités présentant comme des propriétés curatives, mais aussi pouvant être utilisées à des fins diagnostiques. Euh, euh, diagnostiques. Ok. Donc c'est vraiment par exemple pour le synactène ou le bleu de méthylène ou le produit de contraste. Tout ça, ça peut être des choses qui sont diagnostiques, mais ça n'en est pas moins des médicaments puisque c'est injectable. En revanche, tout ce qui est euh, il faut que ça ait un effet physiologique au niveau immunologique, métabolique ou pharmacologique. Et donc, des compresses stériles n'en étaient pas, euh, ne font pas partie des médicaments, évidemment. Liste des traitements non médicaments, donc là, je vous invite à lire ce qui est écrit en dessous, mais globalement, c'est toutes les interventions autres, les dispositifs médicaux, ça c'est vraiment la chose avec laquelle ne pas confondre. Il n'y a pas d'action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Ça peut être plutôt des actions, euh, comment dire, dynamiques, cinétiques, etc. D'accord? Les interventions chirurgicales, tout ça, c'est pas médicamenteux. Donc tout était vrai sauf la E. Et puis donc, question subsidiaire, indiquer les réponses correctes concernant les dispositifs médicaux. Donc là, je vais vous mettre à contribution. Les dispositifs médicaux sont classés en trois catégories. Les dispositifs médicaux sont classés selon leur niveau de risque. Une AMM est nécessaire pour les dispositifs médicaux au même titre que les médicaments. D, les médicaments ne sont jamais utilisés à des fins thérapeutiques. Et E, le remboursement peut être demandé au même titre que les médicaments. Et alors là, je vous écoute parce que c'est en général quelque chose qui est assez méconnu des étudiants. À votre avis. Donc, trois catégories, ça c'est vraiment du cours si vous ne savez pas. Vous pouvez pas deviner. Pour le reste, il y a un peu de bon sens. Donc A c'est E, ok, tac tac tac. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc A c'est E, pas tout à fait d'accord. On va reprendre, pas de souci. Alors, la A elle est fausse, il y a quatre catégories. La B est vraie, c'est classé sur le niveau de risque. La C elle est vraie, elle est fausse, pardon, c'est pas une AMM, c'est un autre truc, c'est un équivalent. D, jamais utilisé à des fins thérapeutiques, bah si. Je pense notamment aux valves cardiaques, c'est à des fins thérapeutiques, donc la D est fausse.
Et la E, c'est vrai aussi. Ok. Donc là, voilà, il y a quatre catégories, c'est bien rangé en fonction du niveau de risque. Le piège, c'est entre 2A et 2B. Je pense pas qu'on puisse vous demander lequel est dans quelle classe, à part peut-être vraiment les implants cardiaques ou les prothèses articulaires qui peuvent être, comment dire, demandées parce qu'on sait que c'est un niveau de risque assez élevé, puisque c'est en intra, c'est encore quoi, ok. Et puis pour les AMM, donc c'est ce qui est écrit en dessous, c'est pas vraiment une AMM, on parle de l'obtention de marquage CE pour conformité européenne. Et tout dispositif médical doit avoir ce marquage-là pour être validé. Et puis ensuite on peut demander un remboursement au même titre que les médicaments. Ok. Alors, on rentre un peu dans le vif. Il est parfois nécessaire d'adapter la posologie d'un traitement A à la fonction rénale, eh bien oui. B au poids, oui également. Il y a plein de traitements qui s'adaptent au poids. Je pense aux anticoagulants, je pense aux chimiothérapies, entre autres. À la fonction hépatique, alors ça c'est plus rare, mais ça peut arriver. À des usages enzymatiques, c'est plus rare également, mais ça peut arriver. Et eux, à d'autres médicaments, eh bien oui, on va le voir plus tard en long en large, que certains médicaments peuvent interagir entre eux, et que donc l'association des deux doit parfois faire revoir la posologie. J'ai une question à votre avis. Parmi celles-ci, là, ces 5 propositions, c'est quoi les 2 items sur lesquels on adapte le plus souvent la posologie d'un traitement? Je vous écoute. Quels sont les 2 items en pratique clinique sur lesquels on doit le plus souvent adapter la posologie? Est-ce que c'est en pratique quotidienne? Est-ce que vous avez une idée? Fonction rénale, donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et le poids. Que ce soit en pédiatrie, mais d'ailleurs, même chez les adultes, hein, on est fréquemment contraint d'adapter la posologie au poids, et c'est pas un problème. Donc c'est vraiment la A et la B qu'il faut avoir en tête quand on parle d'adapter les posologies, et c'est vraiment un réflexe quand on prescrit quelque chose, de penser à est-ce qu'il y a une adaptation à faire en fonction du poids et de la fonction rénale, qui sont vraiment les 2 paramètres à prendre en compte. Les autres, c'est un peu plus rare. Euh, la fonction hépatique, c'est assez rare. Voilà, après, même si paracétamol, c'est en pratique, c'est quand même, parfois, on est parfois vite amené à l'adapter par rapport à la fonction hépatique, mais ça reste quand même assez rare. Ok. Dans un sepsis microbiologiquement documenté, quelle est la caractéristique de l'antibiothérapie parmi celles définies ci-dessous? Donc là, quelle est la caractéristique? Donc c'est au singulier.